Si on a beaucoup parlé dans Retro & Magic des aventures dites graphiques, dans les années 80 il existait un autre type de jeu d'aventure, les fictions interactives, également appelées aventures textuelles. Fondé en 1979 par 4 amis issus du Massachusetts Institute of Technology, Infocom était le maître incontesté du genre avec sa série phare, Zork. Dans le jargon du MIT, un Zork était un programme laissé inachevé. Le jeu commença sa carrière sur les terminaux du MIT dès 1977. S'inspirant de Colossal Cave Adventure, souvent considéré comme le premier jeu d'aventure de l'histoire, Zork proposait une aventure tout simplement gigantesque. À tel point que lorsqu'Infocom voulut l'adapter sur les ordinateurs personnels de l'époque, ils furent obligés de le diviser en 3 jeux distincts faute de mémoire suffisante. C'est ainsi que Zork 1, 2 et 3 forment ce que l'on appelle la trilogie Zork, chaque nouvel épisode reprenant immédiatement là où le précédent s'était arrêté. Zork se déroule dans un univers de fantasy parodique où des concepts contemporains côtoient trolls et monstres fantastiques. Le début du jeu est devenu légendaire. Vous vous tenez dans un champ à l'ouest d'une maison blanche dont la porte a été condamnée. À côté de vous, il y a une petite boîte aux lettres. Comme vous le voyez sur ces images, le jeu est intégralement sous forme de texte. Le joueur doit donc taper lui-même les actions qu'il souhaite entreprendre. Ouvrir boîte aux lettres, prendre prospectus, lire prospectus, escalader arbre, et ainsi de suite. Une bonne part de la réussite du jeu reposait donc sur l'imagination du joueur. Le joueur découvre rapidement que sous la maison se trouve l'entrée du grand empire souterrain, un dédale plein de mystères et de dangers. Équipé d'une lanterne pour éviter de se faire dévorer par une grue dans les ténèbres, et d'une épée elfique d'une grande antiquité pour se défendre, le joueur doit retrouver les 20 trésors de Zork pour obtenir le titre de maître aventurier. Zork 2 commence donc juste après la fin du premier épisode. Les développeurs, qu'on appelle implémenteurs dans le monde de la fiction interactive, en profiteront d'ailleurs pour enrichir et développer cette partie de l'aventure en ajoutant de nouveaux lieux et puzzles absents de la version du MIT. À peine devenu maître aventurier, le joueur se retrouve confronté au sorcier de Frobose, un enchanteur à moitié fou qui va prendre un malin plaisir à lui pourrir la vie. Pour vaincre le sorcier et poursuivre sa quête, le joueur va devoir apprendre à maîtriser l'usage de la magie. Les sorts s'utilisent de la même manière que les verbes d'action. On notera par exemple fall, feeble, filch ou fumble. Une fois de plus, le but est de trouver 10 trésors perdus. Zork 2 est entré dans la légende pour ses puzzles particulièrement tordus et difficiles, comme la banque de Zork et son gnome de Zurich, ou la fameuse salle aux angles bizarres qui a en fait la forme d'un terrain de baseball. Il s'agit certainement du titre Zork le plus ardu. Le sorcier de Frobose n'étant plus qu'un lointain souvenir, le joueur doit désormais prouver qu'il a l'étoffe nécessaire pour devenir le nouveau maître du donjon. Le principe n'a pas changé, les énigmes sont toujours bien retorses, quoique un peu moins que dans Zork 2, et l'humour est au rendez-vous. On se souvient de ce viking perdu sur l'océan souterrain que l'on doit délivrer de sa malédiction grâce à la phrase magique « Salut matelot ». Ayant triomphé de moult énigmes, réuni les artefacts du maître du donjon et échappé aux gardiens de Zork, le joueur met la main sur un gigantesque trésor et devient actionnaire de la corporation Frobosco International, pierre angulaire de l'univers de Zork. Ainsi se termine la première grande aventure de Zork. Il faudra attendre 1987 pour la sortie du chapitre suivant de la saga Zork, Beyond Zork. Si le gameplay reste purement textuel, Beyond Zork introduisait quelques nouveautés. Déjà quelques graphismes, en l'occurrence une mini-map qui apparaît dans le coin supérieur droit de l'écran et aide à s'y retrouver dans l'univers du jeu. Ensuite, quelques éléments de RPG, le joueur pouvant créer son propre personnage. Le jeu inclut également davantage de combats. Beyond Zork prend cette fois-ci place dans les terres australes du royaume de Quendor. Une terrible créature appelée Urgru, la mère de toutes les grues, a volé la noix de coco de Quendor et menace l'équilibre du monde de Zork. C'est au joueur, un simple paysan, de devenir un héros, retrouver la noix de coco sacrée et sauver le monde. L'implémenteur de Beyond Zork était Brian Moriarty, qui rejoindra plus tard l'équipe de LucasArts pour réaliser le magnifique Loom. Zork 0 est une petite révolution dans la présentation des jeux Zork. Pensez donc, des graphismes, de la couleur. Le gameplay reste quant à lui totalement à base de texte, le jeu introduisant même un tout nouvel interpréteur. Tout commence lorsque Crétin Tête Plate l'Excessif, roi despotique du Quendor, se fâche avec le magicien Mégabose le Magnifique. Mégabose lance une malédiction sur l'ensemble du pays. Les mages de la cour parviennent à retarder la destruction du royaume, mais pas à sauver la famille royale.
Le joueur assiste à toute la scène dans la peau d'un simple serviteur qui parvient à s'emparer d'un bout de parchemin oublié par Megaboss. Mais tout ceci n'était qu'un prologue. 94 ans après ces événements, le descendant de ce serviteur va devoir percer le mystère du parchemin pour lever la malédiction et ainsi sauver le royaume, et au passage comprendre les règles du double Fanucci, un jeu de cartes terriblement compliqué. Comme le nom Zork 0 l'indique, le jeu se déroule avant les événements du premier Zork, et d'ailleurs se termine pile poil là où l'épisode original commence, devant la Maison Blanche et sa boîte aux lettres. Return to Zork est le dernier jeu Zork développé directement par Infocom, entre-temps racheté par Activision. Avec cet épisode, la série Zork délaisse la fiction interactive pour entrer dans la famille des aventures graphiques. Joué entièrement à la souris, le gameplay de Return to Zork préfigure celui de Myst, qui sortira quelques mois plus tard. Le joueur parcourt le monde en vue à la première personne, interagissant avec de multiples personnages incarnés par des acteurs live incrustés dans les décors du jeu. Chronologiquement, Return to Zork se déroule bien longtemps après les autres jeux de la série, 7 siècles pour être précis. Le jeu commence devant la Maison Blanche alors que le joueur ouvre la boîte aux lettres et découvre une lettre de Frobosco, l'informant qu'il est l'heureux gagnant d'un voyage dans la paradisiaque vallée des Éperviers. Lorsqu'il arrive sur place, le joueur découvre que la vallée est devenue la vallée des vautours depuis qu'une influence maléfique s'est emparée du pays. Le jeu est souvent considéré comme le chapitre le plus faible de la série. L'humour tombe souvent à plat et les énigmes sont ruinées par une pléthore de bugs. Certains sont allés jusqu'à dire que l'encyclopédia Frobosica, incluse avec le manuel du jeu, est plus amusante que le jeu lui-même. Return to Zork est un épisode de transition qui essuie les plâtres en somme. Il faut attendre 1996 pour qu'Activision retourne dans le monde de Zork avec Zork Nemesis, un épisode très réussi, mais qui divisera les fans de la série. Calqué sur le gameplay de la série Myst, Zork Nemesis met l'accent sur les puzzles à base de mécanismes étranges et de symboles mystérieux. Mais c'est surtout au niveau de son ambiance que le jeu tranche avec ses prédécesseurs. L'atmosphère de Zork Nemesis est sombre, glauque et mélancolique, en nette rupture avec l'univers humoristique dépeint habituellement dans la série Zork. Le joueur arrive dans les Terres Interdites, une région reculée du Grand Empire souterrain, pour enquêter sur la disparition de 4 alchimistes. Le joueur découvre les 4 alchimistes prisonniers de sarcophages dans le temple d'Agrippa, qui semble être sous l'emprise d'une entité diabolique appelée Némésis. Tout au long de l'aventure, la voix inquiétante de Némésis va tour à tour narguer et menacer le joueur, tentant de le dissuader de découvrir les secrets du temple d'Agrippa. L'atmosphère unique de Zork Nemesis est véhiculée par une direction artistique magnifique, un vrai travail de recherche sur la symbolique alchimique, et une bande-son lancinante et obsédante signée Mark Morgan, le compositeur des musiques de Fallout et Planescape Torment. Malgré la controverse auprès des fans, Zork Nemesis sera un grand succès critique et public et montrera que la vénérable série Zork est encore capable de surprendre. La série Zork connaît sa conclusion en 1997, 20 ans après sa création, avec Zork Grand Inquisiteur. Considéré comme l'un des meilleurs jeux d'aventure de tous les temps, Grand Inquisiteur est un petit bijou d'humour avec des puzzles originaux et des graphismes très réussis. Et surtout, le jeu renoue avec l'ambiance inimitable de Zork pour le plus grand bonheur des fans. A noter que la sortie de Grand Inquisiteur sera accompagnée de Zork The Undiscovered Underground, un jeu en mode texte à l'ancienne, réalisé par Mark Blank, l'un des créateurs de la série. Un chouette bonus pour les fans de la première heure. Comme Return to Zork et Zork Nemesis, Grand Inquisiteur mélange images de synthèse et acteurs filmés. Parmi ceux-ci, on reconnaîtra le prolifique acteur Eric Avary dans le rôle de Mirianic, le fameux Grand Inquisiteur et méchant de cet épisode, et Dirk Benedict, inoubliable futé de l'agence Tourisk et Starbuck dans la première série Galactica, qui incarne ici Antaria Jack, parodie zorkienne d'Indiana Jones. Le jeu narre la prise de pouvoir de l'Inquisition qui a interdit l'usage de la magie. Frobosco, la corporation magique, a été reconvertie en Frobose électrique, et Dalboz, le maître du donjon, a été transformé en simple lanterne. Fort heureusement, cette lanterne est découverte par Akasanva, acronyme pour aventurier culturellement ambigu sans âge ni visage et asexué, c'est-à-dire le joueur. Guidé par Dalboz, Akasanva va devoir retrouver les 3 reliques sacrées de Zork, le cube de la fondation, la noix de coco de Quendor et le crâne de Yoruk, pour restaurer la magie et vaincre Mirianic. Bourré d'humour, notamment la propagande de l'Inquisition impayable, Zork Grand Inquisiteur aurait pu être un nouveau départ flamboyant pour la série Zork. Activision prit la décision inverse, c'est-à-dire d'en faire le chapitre final en apothéose d'une saga qui aura marqué de son empreinte le jeu d'aventure. Fini la transformation des châteaux en fondant et des œufs en guano fermentés. Fini les grues et les granolas, les têtes plates et les bêtises. Fini l'époque des guerres de la magie. Élimination de la magie
et de tous ses aspects. Élimination totale et élimination de l'élimination. Depuis Zork Grand Inquisiteur, la série Zork est demeurée en sommeil. Mais elle s'est récemment rappelée au bon souvenir des gamers en s'invitant sous forme d'easter egg dans Call of Duty Black Ops. On notera également Legends of Zork, un jeu jouable par navigateur internet lancé en 2009 dont le gameplay rappelle le mix aventure RPG de Beyond Zork. Les fans quant à eux espèrent qu'Activision décidera un jour de proposer une nouvelle grande aventure dans l'Empire souterrain. Les grues sont affamées et l'épée elfique d'une grande antiquité ne demande qu'à être brandie à nouveau.